parler de la nouvelle génération de plateformes pour applications containerisées qu'on est en train de déployer à Amadeus et qu'on a en interne baptisé Amadeus Cloud Services. Je vais vous parler un peu du pourquoi et du comment on est en train de déployer cette infrastructure. Donc déjà, le pourquoi, donc comme Alexis l'avait mentionné, en fait c'est le débat du bétail versus les animaux domestiques, c'est la façon dont vous gérez vos serveurs. Si vous gérez vos serveurs comme des animaux domestiques, en fait, chaque serveur est un peu différent. Vous savez exactement ce qui tourne sur chacun des serveurs et vous les avez configurés, parfois avec un process long et fastidieux pour tourner cette application. À l'opposé, quand vous gérez vos serveurs comme du bétail, chaque serveur est identique et vous pouvez tourner n'importe quel type d'application sur ces serveurs. Donc l'idée, c'est de dire que dans le cadre de gestion des serveurs comme du bétail, s'il y a un serveur qui tombe, c'est pas grave, on remonte le serveur et on remonte l'application directement dessus. Donc ça, c'est vraiment la philosophie sur laquelle on a travaillé pour déployer notre nouvelle plateforme à Amadeus. Donc en fait, la philosophie de tout ça, c'est de dire il faut découpler ce qui tourne de où ça doit tourner. On ne doit pas avoir d'adhérence entre de l'application sur un serveur en particulier. Donc ça, c'est vraiment la phrase clé de toute la philosophie qu'on a utilisée pour bâtir l'application, de manière à avoir n'importe quel type de tâches qui peuvent tourner sur n'importe quel type de serveur. Alors on a deux concepts clés qui sont déployer l'application comme un tout, avec toutes ses dépendances, de manière à avoir de la reproductibilité. Donc on veut pouvoir déployer une application sur n'importe quel type de serveur et être sûr que l'application qu'on a packagée est vraiment ce qui va tourner en production, que ce soit qu'on l'ait amené des tests systèmes ou des plateformes de développement jusqu'à la production. On veut être technologie agnostique, donc on utilise un certain nombre de technologies Amadeus, principalement du C++ et du Java. On utilise aussi du Go et du Python. Et on veut avoir un modèle opérationnel qui soit relativement homogène, de manière à simplifier les opérations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête. Donc là, c'est objectif numéro 1, déployer les applications comme un tout, avec toutes les dépendances. Objectif numéro 2, toujours dans le cadre de l'automatisation, c'est manager le cluster comme un tout. Donc là, Alexis l'a mentionné. Nous, ce qu'on cherche à faire, justement, c'est de démarrer n'importe quelle tâche sur n'importe quel serveur et de démarrer des tâches dans le cluster plutôt que de dire je veux telle application sur tel serveur, telle application sur tel serveur. Non, on veut dire voilà, je veux 15 instances de mon application dans mon cluster. Et en fait, on veut laisser le système manager automatiquement et assigner automatiquement les tâches au cluster. Donc ça, c'est l'objectif numéro 2. Donc objectif numéro 1, déployer l'application comme un tout. Objectif numéro 2, c'est manager le cluster comme un tout. Alors, le comment ? Et bien en fait, on s'est appuyé, Alexis a mentionné qu'il commençait à apparaître certaines distributions de Kubernetes. Donc nous, on a décidé de travailler avec Red Hat. On a contribué au code source de la distribution de Red Hat qui s'appelle OpenShift version 3. Et Amadeus a activement participé donc au développement de Docker, au développement de Kubernetes. Donc Alexis malheureusement l'a pas mentionné, mais on est contributeur. Amadeus est contributeur au code de Kubernetes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise, c'est ce sur quoi on s'appuie sur notre plateforme, qu'on est en train de déployer tout doucement en production, qu'on va probablement avoir en production d'ici la fin de l'année. Alors, OpenShift s'appuie sur deux technologies open source qui sont Docker et Kubernetes, et je vais parler un peu de ces deux technologies. Donc Docker, c'est une technologie de Linux Container, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais je vais parler quand même un petit peu de cette technologie. Et Kubernetes, en fait, c'est un système d'orchestration de containers Docker. Je préfère appeler ça plutôt un système de management de cluster plutôt qu'un système d'orchestration. Alors maintenant, je vais parler un peu de Docker en tant que tel. Alors, Docker, en fait, est un système qui permet de déployer des Linux containers. En tant que tel, les Linux containers, il n'y a rien de nouveau. Comme l'a dit Alexis, ça fait 10 ans qu'il l'utilise en production. Les Linux containers, en fait, s'appuient sur deux technologies, deux fonctionnalités du kernel Linux qui sont les cgroups et les kernel namespace. Alors les cgroups, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire l'isolation des ressources. C'est ce qui permet de dire, quand on a deux cgroupes différents, j'alloue tant de % de CPU ou tant de % de mémoire à un cgroup numéro 1 et tant de % de CPU et tant de % de mémoire à un cgroup numéro 2. Et les kernel namespace,
c'est une technologie, une fonctionnalité pardon, du kernel qui permet de faire de l'isolation au sein du même kernel. Donc il y a un certain nombre de namespaces qui permettent de faire de l'isolation au niveau des PID, au niveau des interfaces réseau, au niveau des structures IPC, des interfaces IPC, système de fichiers, nom des machines, etc., etc. Quand on combine les deux, quand on combine en fait les C-groups pour la partie management des ressources et quand on combine les kernel namespace pour faire la partie isolation des ressources, on obtient ce qu'on appelle un container. Un container, si on utilise vraiment les interfaces du kernel, c'est quand même relativement compliqué et fastidieux à mettre en œuvre. Et c'est là que Docker en fait a révolutionné un peu le domaine en rendant la chose extrêmement simple. Mais c'est pas la seule chose que Docker a apporté. Donc Docker, en fait, finalement, c'est un kernel front-end qui permet de déployer de manière extrêmement simplifiée des containers. Alors, quand je dis que c'est pas la seule chose que Docker a apporté, c'est parce qu'en fait, Docker apporte aussi un format d'image de container qui est une réelle nouveauté. Donc souvent, quand on parle d'image, on pense image machine virtuelle. Et bien en fait, Docker a apporté exactement la même chose dans le monde des containers. On peut déployer un container et partir d'une image d'un container pour déployer ce container sur un certain nombre de machines. Ce mécanisme d'image, il est extrêmement performant et c'est une des choses qui est extrêmement appréciable quand on utilise Docker, parce qu'en fait chaque image est versionnée de manière unique et on peut déployer exactement la version qu'on a buildée de manière extrêmement précise. Alors quand on regarde un peu le format d'une Docker image, c'est fait en couches. C'est une espèce d'empilement de couches à la lasagne. Alors là, j'ai inversé un peu la picture, mais on parle souvent d'une base image. Alors la base image, qu'est-ce que c'est ? C'est les outils de base qui existent au-dessus du kernel Linux, finalement, tout ce qui est core utile, c'est ce genre de choses. Et après, on empile un certain nombre de layers. Donc vous pouvez mettre des applications third party, des middleware, et enfin votre application. Et c'est l'union finalement de toutes ces couches qui constituent la Docker image. Et donc c'est ces 4 couches ici qui vont être déployées sur les serveurs. Alors pourquoi c'est important que Docker en fait ait ce système de couches ? Parce qu'en fait c'est extrêmement simple après pour déployer des deltas d'images. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait si votre application qui est donc ici dans la layer numéro 3 a changé, ce qui va se passer quand vous allez déployer votre nouvelle image du container Docker sur vos serveurs, le système va se rendre compte que les 3 premières couches sont déjà déployées, sont déjà là, elles existent déjà sur les machines, elles n'ont pas changé. Le SHA-1 qui est associé à chaque couche en fait est identique. Par contre, la 4e couche a changé. Le système va se rendre compte qu'en fait, il faut déployer uniquement ça, et c'est ce qui va se passer. C'est ce que Docker appelle en fait quand vous faites des déploiements de Docker Image, vous faites des déploiements de delta d'images. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois qu'un container est démarré, le système Docker prend chacune des couches, fait l'union de ces couches et présente ça comme un file system au Docker, au container. Et dans ce container, c'est là qu'on a le process qui tourne. Alors en fait, pourquoi c'est vachement intéressant ? Parce qu'en fait, ça permet de packager. Rappelez-vous, l'objectif numéro 1 qu'on avait, c'était packager l'application comme un tout. Et grâce à Docker, en fait, on peut packager l'intégralité des dépendances de l'application dans un container. Alors quand on dit l'intégralité des dépendances, c'est pas uniquement en fait votre application. Votre application, elle dépend souvent de third-party software et elle dépend surtout de composants du système. Et en fait, tout ce qui vient finalement au-dessus du kernel Linux, c'est ça qu'on va pouvoir packager comme étant notre application. Donc c'est ça qu'on va mettre dans un container Docker et c'est ça qu'on va pouvoir déployer sur nos serveurs. On peut même aller un peu plus loin en fait, puisqu'on peut déployer plusieurs containers Docker sur le même kernel Linux. Même si c'est un seul serveur, on a l'impression au travers du container d'avoir finalement plusieurs serveurs, plusieurs environnements Linux. Il est possible d'ailleurs, quand je vous parlais de base image qui sont les outils qui sont déployés juste au-dessus du kernel, d'avoir une base image de type Red Hat qui tourne dans un container et sur le même serveur avec le même kernel, un autre container avec une base image de type Ubuntu par exemple. C'est des choses qui sont complètement faisables. Et donc finalement, on ne s'occupe plus des serveurs, on s'occupe des containers puisque c'est la seule notion finalement qui compte, c'est ça qu'on déploie. Alors maintenant, vu qu'on déploie que des containers, on a des containers de partout, il va nous falloir un système pour manager nos containers. Donc nous, à Amadeus, on a décidé de travailler sur Kubernetes. On a décidé de travailler sur Kubernetes en collaboration avec Red Hat parce que ça nous semblait être finalement le projet le plus intéressant sur la partie orchestration de containers. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, ça nous intéresse parce qu'aujourd'hui, Kubernetes permet de déployer des containers sur des machines, indifféremment sur des machines physiques ou des machines virtuelles.
Donc ça, c'est quelque chose de relativement intéressant, puisque l'overhead qui est apporté par le container est quasi nul. Une autre chose qui était intéressante, c'est que si on suit la philosophie, donc il y a une question qui a été posée là-dessus, si on suit la philosophie de un process par container, nous, nos applications Amadeus, en fait, c'est souvent un groupe de process qui doivent fonctionner ensemble. Donc on avait besoin d'une notion de groupe, en fait, de groupe logique de container pour packager nos applications. Et en fait, Kubernetes fournit une unité qui s'appelle justement un pod, donc Alexis en a parlé, qui permet de faire de grouper des containers ensemble. Donc ce groupe de containers a un cycle de vie qui est complètement identique, et surtout ils vont tourner sur la même machine, ce qui permet en fait d'avoir un mécanisme de communication entre containers qui utilise les mécanismes locaux de la machine. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement une fois qu'on a défini ces groupes de containers, donc une fois qu'on a défini nos applications, où on a défini nos pods, les pods sont finalement comme un ensemble de hosts logiques. Et c'est ça qu'on va scheduler dans le système, et c'est ça qu'on va scaler. Plutôt que de dire je voudrais démarrer plus d'instances de ce process pour mon application, on va dire non, je vais démarrer plus d'instances de mon pod. Donc ça, c'était une feature qui était relativement intéressante pour nous, c'est ce qu'on recherchait. Par ailleurs, en plus, les pods sont définis par un blueprint qui est versionnable, et donc du coup, on a un déterminisme relativement important sur la fabrication des pods et du coup leur déploiement. Alors ce qui est intéressant, c'est que le placement des pods dans un cluster Kubernetes est automatique, et surtout il est resource-based. Donc on peut donner ce qu'on appelle dans le jargon Kubernetes des limites. Quand on donne des limites, c'est un certain nombre, c'est donc le CPU dont on a besoin, la mémoire dont on a besoin. Dans le futur, Kubernetes va aussi supporter la network bandwidth dont on a besoin. Et en fait, le placement des pods au sein du cluster est déterminé par Kubernetes lui-même. Alors, à Amadeus, on a une architecture orientée service, et comme on ne sait pas, avec ce système, comme on ne sait pas a priori où vont être déployées les applications, on a besoin aussi de travailler sur un système donc, de service discovery qui est fourni par Kubernetes, qui permet de savoir, pour un service donné, quelles sont la liste des endpoints associés. Et donc en fait, un container peut interroger, j'y reviendrai, un container peut interroger en fait le système Kubernetes pour savoir où ont été déployés les serveurs, de manière à pouvoir communiquer les containers, les pods, pour pouvoir communiquer avec eux. Alors si on regarde Kubernetes, il y a deux types de serveurs dans un cluster Kubernetes. Donc il y a les masters. Donc, dans la version Kubernetes 1.0, en fait, c'est monomaster. Il n'y a pas vraiment de high availability sur le master, mais ça va venir dans le futur. Et il y a un ensemble de nœuds qu'on appelle, qui s'appellent des minions dans le jargon Kubernetes. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est déclaratif. On dit le nombre d'instances qu'on veut tourner dans le cluster, on ne dit pas où doivent tourner les applications. Donc typiquement, on arrive avec un blueprint qui a une définition d'un replication controller, comme l'a mentionné Alexis, qui permet de dire pour ce pod-là, je veux 5 instances par exemple, et le système va décider de démarrer ces 5 instances quelque part sur le cluster. Alors, en termes de resiliency et d'availability, c'est relativement intéressant, puisque à partir du moment où on a un certain nombre de pods qui tournent dans notre cluster, si un serveur vient à tomber, donc là je prends l'exemple par exemple d'un serveur qui ne fonctionne plus et donc qui vient impacter le fonctionnement d'un de mes pods, eh bien le système va permettre de redémarrer, de rescheduler automatiquement le pod sur un autre serveur pour maintenir la configuration. Il n'y a pas d'intervention manuelle à faire. Le système maintient la configuration et va reconfigurer le cluster pour maintenir la configuration qu'on avait déclarée. Donc ça, c'est quelque chose de relativement intéressant, et c'est ce qui nous intéressait particulièrement à Amadeus. C'est tout automatisé, et le fait après de rajouter des serveurs ou d'en enlever, le cluster se reconfigure parce que Kubernetes maintient la configuration qui a été déclarée. Alors un pod, c'est d'autant plus intéressant que c'est forcément toutes les instances, c'est toujours le même contenu. Donc ça, c'est assuré par les containers. Et un pod aujourd'hui, toutes les instances d'un même pod vont écouter sur le même port. Du coup, ça nous affranchit de toutes les problématiques de port management qui peuvent parfois être compliquées. Et l'idée géniale qui vient justement avec Kubernetes, c'est de dire chaque pod instance va avoir sa propre IP. Alors, si vous utilisez Kubernetes avec Google Compute Engine, une VM sur GCE peut être routable sur plusieurs IP. Ce n'est pas toujours le cas dans votre infrastructure interne. Et pour ça, en fait, je vais vous expliquer ce qu'on est en train de déployer à Amadeus pour justement garantir qu'on puisse avoir une IP par pod. Alors l'idée, c'est
c'est de déployer en fait ce qu'on appelle un overlay network. Donc c'est un réseau, une sorte de réseau virtuel. Et en fait, on va attribuer les IP des pods dans ce réseau virtuel. Ensuite, on a un mécanisme de translation finalement des IP sur le réseau physique par un mécanisme d'encapsulation qui s'appelle le VXLAN. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place justement pour garantir qu'on a toujours une IP par pod et en même temps d'avoir cette translation au niveau du réseau physique, puisque une machine n'a qu'une seule IP sur le réseau physique. Alors, comment ça fonctionne ? Bien, en fait, on a un overlay network qui a un réseau. Par exemple, ici, j'ai pris un 10.0.0.0/16. Chaque machine se voit attribuer un subnet dans ce réseau-là. Et donc, on configure un virtual switch. Donc, nous, on travaille avec OpenVSwitch, un virtual switch sur lequel, qui est configuré avec un subnet. Et chaque container, chaque pod est démarré avec une adresse IP du subnet du vSwitch, de l'OpenVSwitch. Alors bien sûr, tout ça, c'est piloté par le master. Il n'y a pas de configuration particulière à faire. Chaque fois qu'on déploie un nouveau nœud, le switch virtuel, l'OpenVSwitch, est configuré pour pouvoir déployer après des IP de manière unique sans le système. Alors je parlais tout à l'heure de discovery de service. Là, par exemple, j'ai deux pods qui tournent, un pod gris et un pod rose. Si le pod gris a besoin de communiquer avec le pod rose, il peut interroger l'interface Kubernetes pour savoir quelles sont la liste des endpoints de ce pod rose. Mais Kubernetes fournit aussi un service qui est relativement intéressant, qui, si vous n'avez pas envie de transformer entre guillemets votre application pour devenir Kubernetes native, Kubernetes fournit une adresse, un couple IP port pour votre service, qui va être unique dans le cluster et qui permet d'identifier le service. Alors en fait, comment ça fonctionne ? Si vous voulez adresser, par exemple, vous êtes le container gris, vous voulez adresser le container rose. Le container rose est fourni, s'appelle le service S1, et Kubernetes va attribuer ce qu'on appelle une portal IP à ce service, qui là a été... là, c'est un 10.0.0.5 sur le port 1, 2, 3, 4. En fait, du coup, le système Kubernetes va configurer les tables, les IP tables sur chacune des machines pour en fait rediriger cet IP port sur un composant particulier de Kubernetes qu'on appelle un proxy. Et le proxy, lui, en fait, est un composant de Kubernetes qui va écouter l'API master pour savoir où sont déployés les pods roses. Donc en fait, donc le proxy est constamment en communication avec l'intégralité des pods, donc en l'occurrence là les pods roses. Donc quand vos pods gris veulent communiquer, en fait, s'ils utilisent la portal IP, ils sont redirigés via l'IP table directement sur le proxy, et le proxy ensuite fait du load balancing de layer 4, donc il load balance les connexions sur les différents pods. Donc ça, c'est relativement intéressant si vous n'avez pas envie de modifier vos applications pour devenir, entre guillemets, Kubernetes native et donc avoir à implémenter les API du master pour savoir où sont les endpoints. C'est relativement intéressant puisqu'en fait, si un des pods roses vient à tomber et est reschedulé quelque part, le proxy en fait ajuste la liste des endpoints et vous continuez à parler à toujours la même IP port et le service est assuré par la résilience du système. Alors c'est relativement intéressant pour nous parce que d'un point de vue modèle opérationnel, ça homogénise tout, que ce soit du C++, du Java, du Go, du Python, donc c'est les 4 langages qu'on utilise à Amadeus. Une fois que c'est packagé dans un pod, une fois que c'est packagé dans les containers, ensuite dans les pods, ça s'opère de manière similaire. Alors c'est intéressant puisque en fait avec Kubernetes on peut travailler sur le laptop en local. Donc il y a des plugins pour libvirt qui permettent de démarrer Kubernetes avec libvirt directement sur votre laptop Linux et de travailler avec un certain nombre de machines virtuelles sur votre laptop Linux. Et donc du coup de faire du développement et du test sur votre laptop Linux. Mais en fait Kubernetes tourne sur un grand nombre d'infrastructures et de services, un grand nombre de clouds publics. Et par exemple, vous pouvez tourner vos pods Kubernetes ensuite sur du OpenStack en production et tourner finalement votre application sur votre instance de production, ça n'est ni plus ni moins que scaler le nombre de pods que vous aviez sur votre laptop. Donc ce qui tourne sur votre laptop va finalement exactement ce qui va tourner sur vos instances de production. Et pour nous, c'est relativement intéressant puisque ça permet d'unifier le process du développement au testing jusqu'à la production. On a les mêmes outils, on déploie la même chose, et c'est un réel gain en termes d'unification des process. Alors j'arrive à la fin, les key takeaways.
Donc nous, on a travaillé avec OpenShift, qui finalement est une des distributions de Kubernetes. Ça nous permet de faire du macro-management plutôt que du micro-management de serveurs. Donc on ne manage plus les serveurs finalement, mais on manage nos instances d'applications au sein d'un cluster. Le système il est relativement self-healing, puisque si on perd des serveurs, Kubernetes nous garantit qu'il va maintenir la configuration dans le cluster. Et on a la possibilité d'être de déployer dans plusieurs clouds, voire plusieurs data centers de manière complètement homogène. Alors ça uniformise les opérations, ce qui est aussi relativement important dans une optique DevOps. Le fait d'homogénéiser les opérations, c'est quelque chose de relativement important. Donc ça simplifie vraiment tout et ça donne un modèle opérationnel uniforme pour tout. Donc ça va fortement nous aider pour notre transition qu'on est aussi en train de faire vers un modèle DevOps. Voilà, merci beaucoup.